Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Chaque année, à l'automne, des millions d'oiseaux quittent leur lieu de reproduction et entament un périple vers leur zone d'hivernage. Ils effectueront un voyage dans le sens inverse au printemps pour retrouver des conditions climatiques et écologiques optimales pour se reproduire. Lorsque l'on commence à s'intéresser à la migration, on réalise vite qu'il s'agit d'un phénomène complexe et fascinant. Certaines espèces migrent vers des zones situées à des milliers de kilomètres, alors que d'autres ne parcourent que quelques centaines de kilomètres tout au plus, uniquement lors de fortes vagues de froid. Certaines espèces migrent la nuit, alors que d'autres profitent des courants d'air chaud des belles journées d'automne pour se laisser porter par le vent. À cela s'ajoutent d'autres phénomènes intrigants, comme par exemple le fait que les oiseaux n'empruntent pas nécessairement les mêmes routes à la fin de l'automne et à la fin de l'hiver lors de leur trajet dans le sens inverse, ou qu'il puisse y avoir différentes routes migratoires entre les populations d'une même espèce. J'avais donc plusieurs questions en tête en préparant cet épisode. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment migrent-ils ? Y a-t-il par exemple différents types de migration qui existent ? Et la migration est-elle un phénomène inné chez certaines espèces d'oiseaux ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Maxime Zucca, ornithologue engagé et auteur du livre intitulé « La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel ». Bonjour Maxime. Bonjour Léo. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ornithologie et à la migration des oiseaux ? Alors je m'appelle Maxime Zucca, moi je m'intéresse à l'ornithologie depuis mon enfance parce que mon père était lui-même intéressé par la nature, les oiseaux, donc il nous a transmis ce savoir observer en tout cas à mon frère et moi. Et je me suis intéressé à la migration des oiseaux naturellement assez vite comme tous les ornithologues, mais à l'âge de 20 ans à peu près, je me suis aperçu, parce que je faisais un petit boulot d'été pour la LPO sur leur site internet de la toute nouvelle mission migration, donc j'avais plutôt 23 ans, c'est ça, que en fait je connaissais peu de choses sur la migration, que j'avais beau observer en permanence, je ne savais pas pourquoi, comment, où, etc. Et surtout je me suis aperçu que j'étais loin d'être le seul dans ce cas et que la majorité de mes compères, des ornithologues, savaient très peu de choses sur des mécanismes, des phénomènes qu'ils observaient, qui passaient toute leur journée à observer. Donc je me suis dit, là, je vais commencer à faire des recherches, à lire, à apprendre, à me documenter. Et est venue l'idée d'en faire carrément un livre. Du coup, tu as publié un livre qui s'appelle « La migration des oiseaux » de mémoire. Oui, simple, efficace. Direct. Petit sous-titre quand même qui s'appelle « Comprendre les voyageurs du ciel » et qui a été édité aux éditions Sud-Ouest en 2010 la première fois, puis il y a des rééditions régulières que je remets à jour tous les 5 ans. Donc là, la dernière est de 2020, la dernière mise à jour revue et augmentée, et la prochaine, je pense, je l'entamerai l'an prochain. Pour enchaîner une question très basique, c'est pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Eh bien, les oiseaux émigrent pour utiliser de manière optimale leurs ressources alimentaires dans le temps, parce qu'elles varient dans le temps et dans l'espace, forcément. Donc, c'est pas tant parce qu'ils craignent le froid, c'est que le froid, et en particulier la neige, va avoir un impact sur les insectes dont ils se nourrissent, sur la disponibilité des graines, de la litière, de tout un tas d'espaces dans lesquels ils vont se nourrir au sol. Donc c'est la disponibilité en aliments qui fait qu'ils vont migrer. Et alors, on peut même dire parce qu'on a souvent la vision, nous, très Europe centrée, ou d'oiseaux qui partent en hiver, mais on peut aussi voir plutôt la migration comme des oiseaux qui partent pour profiter de l'été, dans les régions tempérées comme la nôtre, ou encore plus boréales, comme le nord de l'Europe, dans lesquelles on a eu une explosion de vie pendant 2-3 mois. Et la migration est une stratégie qui permet de profiter de cette explosion très brève, mais intense, de ressources alimentaires, qui permet une nidification optimale. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est effectivement la stratégie qui permet de se reproduire le mieux, puisque même si c'est limitant de réduire la vie d'un oiseau à ça, ça fait quand même partie des grands objectifs, se reproduire et transmettre son patrimoine génétique aussi, et avoir une descendance nombreuse et qui survit. Dans cette quête en tout cas des bonnes conditions optimales pour se reproduire, est-ce que du coup tous les oiseaux vont la poursuivre, ou est-ce que c'est uniquement certaines espèces ?
Eh bien, alors, tous les oiseaux vont chercher à avoir les meilleures conditions pour se reproduire, ça c'est évident. Par contre, toutes ne vont pas avoir la même stratégie pour ça, et il y en a qui vont choisir, pour lesquels ça sera intéressant de ne pas partir ou de ne pas partir trop loin, parce que l'une des autres stratégies importantes pour se reproduire, c'est de bien choisir son terrain de nidification, son territoire, et d'y être le premier pour le trouver avant qu'il soit pris par d'autres, pour arriver en bonne santé dessus, en bon état physique pour pouvoir le défendre. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant aussi de ne pas partir trop loin de son territoire en hiver pour être prêt à y revenir avant les autres, et quitte à ce que le site d'hivernage soit un peu moins bien que des sites plus loin. On a même beaucoup d'oiseaux qui du coup quittent jamais leur territoire ou presque, restent à proximité toute l'année au risque d'avoir un hiver plus rude. Donc ça c'est le cas au sein des populations d'espèces migratrices, et notamment ceux qui migrent pas très loin, par exemple le merle, le rouge-gorge, le pinson, des mésanges. Eh bien, souvent les mâles ont tendance à rester plus près du nid, voire du territoire, voire à pas bouger, alors que les femelles ou les jeunes partent en migration. C'est ce qu'on appelle une migration différentielle entre les sexes et les âges. Et puis on a des espèces qui vont être très sédentaires parce que de toute manière elles n'ont pas franchement besoin de migrer parce qu'elles exploitent un type d'aliment qui est utilisable toute l'année sans trop de variations. Un des exemples faciles à imaginer, c'est celui des pics. Les pics, eux, ils mangent des insectes qui sont situés sous les écorces, des larves d'insectes, et en fait, il y a beau avoir beaucoup de neige, beaucoup de gel, la face verticale des troncs est toujours disponible, et donc eux, ils peuvent se nourrir, y compris dans les régions de la taïga sibérienne en hiver. Donc là, on a parlé de cas d'oiseaux qui migrent peu ou qui migrent pas du tout, mais après, du coup, tu as de la migration stricte, de la migration partielle, de la migration éruptive. Est-ce que tu pourrais un peu me décrire de manière générale les grands types avec des exemples si possible? On a parlé effectivement des espèces. On a commencé par le plus compliqué, mais en fait, parce que c'est le cas général, la migration partielle, où on a une partie des populations qui migrent, une partie qui ne migre pas. Donc, j'ai cité le merle, j'ai cité le rouge-gorge. Effectivement, on a après les migrateurs stricts, c'est les plus connus. Souvent, on se représente les oiseaux migrateurs comme ça. Parlons par exemple de l'hirondelle rustique. En théorie, la grande majorité des hirondelles rustiques quittent l'Europe, quittent la France vers l'Afrique, et donc toutes les hirondelles partent en hiver, et c'est une migratrice, on va dire, stricte. Après, dans un contexte de changement climatique, il y a quelques individus qui migrent moins, qui viennent plus au nord. Donc voilà. Donc même cette notion de migrateur strict, elle est compliquée. On peut encore considérer comme vraiment stricts les migrateurs qui sont toutes les espèces qui nichent autour de la toundra, tous les limicoles, les bécassos notamment, ou des oiseaux de mer qui nichent sur un îlot pendant quelques mois de l'année, puis qui partent en migration tout le reste de l'année, en grande majorité, quoique les jeunes parfois partent pas trop. Donc voilà, migrateurs stricts, c'est ceux dont tous les individus de toutes les populations migrent. Et puis les sédentaires, ça va être ceux dont a priori aucun individu, aucune population ne migre, mais même là, il y a toujours des petits mouvements. Et après, on a le cas particulier des migrations irruptives. Là, ce qui est différent par rapport aux autres cas que je viens d'énoncer, c'est que les autres, elles avaient une notion de régularité. Chaque année, il y a des départs au printemps, la migration prénuptiale, reproduction après, puis l'automne, migration postnuptiale, et puis un hivernage sur 1 ou 2 lieux ou plus. Et les migrations irruptives, elles n'adviennent que les années lors desquelles il y a peu de ressources alimentaires, souvent après plusieurs années de profusion alimentaire. Et c'est assez particulier aux régions nordiques dans lesquelles la diversité végétale est plus faible. Et du coup, notamment, les forêts sont peu diversifiées. Et ça va être quelques essences qui dominent, comme le bouleau, comme l'épicéa, comme le sureau, qui vont du coup nourrir une quantité d'oiseaux énorme, mais qui certaines années ne fructifient pas parce que les arbres se reposent. Et quand il y a une espèce qui dépend en hiver que d'une seule ressource alimentaire, comme les bêtes sureaux, c'est le cas des mésanges par exemple, c'est le cas des jaseurs, en tout cas presque une seule ressource alimentaire qui domine largement, et bien l'année où il n'y a pas de fructification, ils sont obligés de partir en masse, en migration, et ça génère ces sortes d'irruptions, d'invasions, on parlait même à un moment, donc de migrations irruptives. Ça peut aussi être lié à des abondances de lemmings, par exemple, ou même de campagnols. Il y a d'autres types de ressources comme ça qui varient dans le temps de manière très forte. Deux derniers types de migration que je voulais aborder avec toi, donc c'est la migration erratique et aussi la migration des oiseaux qui vont faire des très courtes distances ou vraiment rechercher, par exemple, il me semble que c'est le tétralyre ou le grand tétra, qui lui va chercher le bas de l'arbre et les sommets entre les différents hivers. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Alors, pour le grand tétra, on ne lui a pas spécialement donné de nom, mais par contre, il y a les migrations altitudinales. Ah oui, c'est ça, merci. Qui sont intéressantes à expliquer parce que, eh bien, en fait, là, c'est des oiseaux de haute montagne,
Prenons par exemple l'accenteur alpin ou la nivrolle des Alpes qu'on voit sur les hauts sommets en été, qui sont vraiment des oiseaux de 2500, 3000 mètres d'altitude. Et en hiver, simplement, eux, ils descendent de quelques centaines de mètres d'altitude. Là où la neige est un peu moins nombreuse, là où les villages leur produisent quelques nourritures, et dans les vallées, sinon pas loin. Et donc ils font simplement des migrations de quelques dizaines de kilomètres, parfois plus, parfois moins, mais ça procure le même effet que des migrations de milliers de kilomètres en matière de température, en matière de glissement de température. Donc la migration altitudinale, elle existe dans nos montagnes en France, elle existe aussi dans les montagnes tropicales, notamment la cordillère des Andes. On a, en fonction, à chaque centaine de mètres de dénivelé, on a des fructifications d'arbres différentes, des espèces d'arbres différentes, des périodes de fructification. Voilà. Et donc toute la communauté des oiseaux des montagnes andines a une migration qui suit altitudinale, qui suit les fructifications. Et d'ailleurs, moi je pense, comme les oiseaux, les passereaux, sont apparus en Amérique du Sud pile au moment où la chaîne des Andes aussi se formait, que les premières migrations ont dû être plutôt des migrations altitudinales plus que des migrations latitudinales au début, justement pour suivre ces fructifications qui variaient selon l'altitude. Après, juste la migration erratique. Ouais. Alors, migration erratique, c'est en fait, c'est plutôt, il y a une première notion à avoir en tête, c'est la dispersion. Qu'est-ce que c'est que la dispersion? Parce que c'est un peu différent de la migration. Mais disons que par exemple, chez les humains, on appellerait la dispersion des oiseaux, on appellerait ça une migration. La dispersion, c'est simplement un trajet d'un point A à un point B sans retour. On part, et en général, c'est les jeunes qui, une fois qu'ils sont émancipés, qui quittent le nid, vont commencer à explorer les alentours et chercher des nouveaux territoires et potentiellement un nouveau territoire pour l'année suivante, dans lequel ils n'entrent pas en compétition, notamment avec leurs parents. Qu'ils entrent en compétition avec d'autres individus de leur espèce, forcément, en tout cas si les populations se portent bien, c'est ce qui se passe, mais ce serait pas très intéressant pour eux d'être en compétition avec leurs parents qui sont a priori proches génétiquement, bref. Et du coup, ils partent assez loin. Puis il y a aussi en plus l'enjeu de ne pas se reproduire avec des individus trop apparentés et de limiter la consanguinité. Donc cette phase de dispersion, elle peut emmener les oiseaux assez loin. Pour certains, c'est plutôt 2-3 km. Pour certaines espèces, c'est 100, 200, 300 km. Et elles apparaissent au même moment. Donc on a des mouvements comme ça qu'on peut assimiler à de l'ératisme. Et en fait, l'ératisme, c'est plutôt une forme de dispersion sans vraiment de retour. Après, il y a d'autres types de migration aussi. Il y a un type de migration qui concerne les canards, essentiellement, et les grèbes. C'est des migrations pour muer, parce que tous les oiseaux muent l'été après la reproduction. Mais les canards en particulier, eux, perdent toutes leurs plumes de vol, donc les rémiges et les rectrices, à peu près en même temps, et pendant un mois, ils ne peuvent plus voler. Et donc là, il leur faut trouver un endroit où ils sont en sécurité et où ils peuvent s'alimenter. Et du coup, ils vont tous converger vers des grandes zones safe. Par exemple, les tadornes partent tous en migration dans la mer des Wadden, au large des Pays-Bas et de l'Allemagne. On a les grèbes à cou noir aux États-Unis qui font des énormes migrations vers les Grands Lacs, au centre des Grands Lacs où ils sont tranquilles. Voilà, on a quelques migrations de nuit comme ça, il n'y en a pas tant, mais il y a des mécanismes qui sont parfois spectaculaires. Chez nous, c'est celle des tadornes qui est le plus spectaculaire. Est-ce que tu pourrais, dans toute cette avifaune migratrice, me citer 2 ou 3 exemples d'oiseaux qui, toi, te semblent surprenants, ou en tout cas, quand tu as fait tes recherches, ça t'a appris des choses, ça t'a intéressé? La difficulté, c'est de se limiter à 2 ou 3, parce qu'il y en a un paquet. Tu peux m'en citer 100, mais je pense qu'on n'a pas le temps. L'un de ceux que je préfère, c'est le traquet moteux, que je trouve parmi les plus étonnants, parce que il a une migration qui est vraiment étonnante. C'est un oiseau qui niche jusqu'en Alaska et jusqu'au Canada, mais ils y viennent tous en Afrique. Et en fait, ça raconte des choses, ça raconte ce qui s'est passé
lors de la dernière déglaciation où les oiseaux ont commencé à recoloniser les pays nordiques, la Russie, l'Europe, qui étaient progressivement, avec un climat de plus en plus doux, à mesure que la température se réchauffait, en période interglaciaire. Et du coup, les trachémoteux ont retrouvé leur territoire d'antan, parce qu'on a une alternance comme ça, glaciaire-interglaciaire au cours de l'ère quaternaire. Et comme ils ont une super capacité de dispersion, justement, année après année, très rapidement, ils ont recolonisé jusque toute la Sibérie, et puis ils ont même passé le détroit de Bering, et ils ont colonisé, on ne sait pas s'il y en avait avant, l'Alaska. Et de là, ils continuent d'aller hiverner là où ils hivernaient avant, quand ils étaient possiblement limités au sud de l'Europe, pendant la dernière ère glaciaire. Et donc, ils continuent d'aller hiverner en Afrique. Et donc, on a des oiseaux d'Alaska qui traversent toute l'Asie, qui traversent ensuite toute l'Afrique pour aller hiverner en Afrique de l'Est. Et puis, de l'autre côté, on a un autre front de colonisation du trachémoteux qui a été colonisé l'Angleterre, la Grande-Bretagne dans son ensemble, puis l'Islande, puis le Groenland, et puis du Groenland, le Canada, et puis voilà, c'est loin dans le Canada. Et ces oiseaux canadiens continuent de faire la même route à l'inverse en migrant pour aller hiverner en Afrique de l'Ouest. Et donc on a maintenant 2 populations de trachémoteux aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui hivernent chacune d'un côté de l'Afrique, ce qui est complètement atypique, aberrant. Mais ça nous montre à quel point la migration est encode, de quelle manière elle s'encode aussi, et à quel point c'est l'histoire évolutive et l'histoire d'expansion des espèces dans le passé, les territoires qu'ils ont occupés, qu'ils ont colonisés, et du coup les petits mouvements et les grands mouvements qu'ils empruntaient pour regagner ces territoires en hiver par exemple, à quel point tout ça s'est accumulé au fil des années et constitue aujourd'hui cette information migratoire qui est présente dans leur génome et dans leur mémoire en tout cas d'espèces et d'individus. C'est une transition parfaite pour la question d'après. En fait, la migration, est-ce qu'elle est innée chez les oiseaux? Est-ce que c'est un phénomène qu'ils apprennent avec leur père? Alors, elle est généralement innée, dans le sens où la majorité des oiseaux ne vont pas migrer avec leurs parents. Les adultes partent en migration avant les jeunes, parce que justement les jeunes ont quitté le foyer familial, parental, et ont fait cette dispersion et ne les revoient plus jamais, ou alors par accident. Et du coup, ils vont effectivement pouvoir compter que sur eux-mêmes pour leur migration. On peut même prendre l'exemple du coucou gris, dont les jeunes ne voient jamais leurs parents, puisque les parents, la femelle coucou pond son œuf dans le nid d'une autre espèce et n'élève pas son jeune. Et pourtant, les jeunes coucous vont partir en migration et vont aller hiverner en Afrique tropicale. Donc, il y a vraiment un facteur inné que je peux décrire après, mais on a quelques espèces chez lesquelles c'est enseigné par les parents et qui migrent en groupe familial. Donc ça, c'est beaucoup plus limité en termes de nombre d'espèces, mais c'est des espèces souvent très connues, typiquement la grue. Les cigognes peuvent migrer en famille, mais pas forcément. Les cormorans peuvent migrer en famille, mais pas forcément. Mais en tout cas, ils migrent en groupes sociaux, et donc il y a un enseignement des routes migratoires qui sont faites chez ces espèces. Les ibis, c'est le cas aussi. Les oies, bien sûr. Les flamands, possiblement, je crois. Voilà, donc c'est surtout chez des grandes espèces très sociales, qui vivent toujours en groupe, qui se reproduisent souvent en colonies ou en petites colonies lâches, qui a cette forte socialité qui perdure pendant la migration. Mais voilà, ça c'est un cas particulier. Et à contrario, du coup, la migration qui est innée, en fait, comment est-ce qu'on a réussi à découvrir ça, justement, chez les passereaux? Alors, on se doutait depuis longtemps, on le savait que les oiseaux partaient seuls, en tout cas typiquement le coucou, c'est un des exemples qui le montrait, mais en tout cas la manière de l'étudier a été découverte par hasard parce qu'on s'est aperçu en captivité que des fauvettes, en l'occurrence, c'était des fauvettes des jardins qui étaient en captivité pour une expérience scientifique sur, je ne sais plus, leur reprise de poids ou quoi, dans les années 60 en Allemagne, et ils se sont aperçus que l'été venu, au mois d'août, les fauvettes, la nuit, sautillaient dans leur cage frénétiquement et cherchaient à tout prix comme ça à s'activer. Et c'était en Allemagne, donc ils ont appelé ça le Zuckenruhe, l'absence de calme le long du chemin. L'année suivante, ils ont décidé, ces chercheurs, de s'intéresser à ce phénomène et de le quantifier. Ils ont compté le nombre d'heures que les fauvettes sautillaient dans leur cage la nuit, et c'était une dizaine d'heures. Ils ont compté le nombre de nuits que les fauvettes passaient à sautiller, mettons que c'était une vingtaine de nuits. Je fais des chiffres ronds pour que ce soit plus simple, c'était pas exactement ça. Et ils ont multiplié 20 nuits fois 10 heures, 200 heures.
Et puis ils ont multiplié ça par la vitesse de vol moyenne connue des fauvettes, qui était de 40 km/h, et du coup ça faisait 8000 km. Si jamais ce comportement mimait quelque chose qui correspondait à du vol. Et ce qui est assez dingue, c'est que ça correspondait pile à la distance d'hivernage connue des fauvettes des jardins allemandes en Afrique, connue par les bagues. Parce qu'à l'époque, on posait des bagues aux oiseaux pour connaître ce genre de choses, déjà. Et donc, ils se sont dit que c'était un mécanisme qui, a priori, était là, qu'ils avaient devant eux, le mécanisme inné d'activité migratoire et du coup, des possibilités de l'étudier. Et en plus, ils se sont aperçus que les fauvettes, elles ne sautaient pas dans n'importe quelle direction dans la cage et qu'elles sautaient en direction du sud, du sud-ouest en l'occurrence, en Allemagne. Et du coup, est née l'idée d'un mécanisme qui s'appelle l'entonnoir, d'un dispositif qui s'appelle l'entonnoir d'Emlen, au fond duquel ils mettaient un petit encrier et avec des parois en papier marqueur. Et chaque matin, on voyait où les fauvettes avaient voulu sauter, ce qui permettait en captivité de faire varier des paramètres comme la position des astres, du soleil, de plein d'autres choses. Voilà, pour comprendre quels sont tous les facteurs extérieurs qui sont utilisés par les oiseaux pour migrer dans un contexte où ils n'ont que leur propre information génétique a priori pour se débrouiller. L'autre question que je voulais te poser, c'est donc les oiseaux, théoriquement, ils ont 2 migrations, donc une migration pré- et post-nuptiale. Est-ce que sur ces 2 migrations-là, on va suivre les 2 mêmes routes, ou ça va être des axes différents, et du coup, comment est-ce que tu expliques le choix d'un axe au détriment d'un autre ? Alors ça dépend. Typiquement, les grues, ceux qui migrent en famille, là, ils vont souvent prendre exactement la même route à l'aller et au retour. Ils vont s'arrêter sur plus ou moins les mêmes sites de halte, sauf que ils vont quand même sélectionner les sites qui sont les meilleurs et c'est pas forcément les mêmes au printemps et à l'automne. Après, pour la plupart des oiseaux qui migrent seuls, il y a une tendance à pas prendre les mêmes routes à l'aller et au retour. En tout cas, si on suit la migration dans son ensemble, mais oui, même pour des adultes, il y a une tendance à migrer en Europe de l'Ouest et souvent plus à l'ouest à l'automne et plus à l'est au printemps, donc à faire ce qu'on appelle une migration en boucle. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a que les sites le long de la côte à l'automne recèlent souvent beaucoup de nourriture, beaucoup de potentialités de halte. Il y a beaucoup d'insectes, il y a un fourmillement de vie près des mers, etc. Il y a aussi que les côtes constituent peut-être des lignes directrices plus simples à suivre à l'automne, notamment pour les jeunes, et que c'est des routes qui sont parfois conservées. Et qu'au printemps, les oiseaux cherchent à avoir une route beaucoup plus directe, beaucoup plus courte. Ils remontent en faisant beaucoup plus de longues étapes de vol et beaucoup moins d'étapes de halte. Et l'autre raison, c'est qu'a priori, il y a une sélection des voies plus intéressantes au printemps et à l'automne basées sur 2 choses principalement. La disponibilité alimentaire, et par exemple, le printemps, en Europe de l'Est, en Méditerranée, le long de la vallée du Rhône, il y a vraisemblablement des sites de halte qui sont très intéressants pour un certain nombre d'espèces, particulièrement cette période de l'année, plus au printemps qu'à l'automne. Ça peut être le cas aussi plus à l'est en Europe, au Moyen-Orient, voilà. Donc il peut y avoir une sélection de routes migratoires différentes au printemps basées sur l'alimentation, et aussi, l'autre grosse raison, ça va être les vents dominants. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes vents dominants à l'automne et au printemps, et les oiseaux vont sélectionner des routes qui leur sont plus favorables. Et ça, c'est notamment le cas, et c'est beaucoup le cas pour les oiseaux de mer. Les oiseaux de mer ou les oiseaux qui font des grands vols, comme les limicoles, typiquement les barges, donc les puffins, eux, qui parcourent tout l'Atlantique du sud au nord, ils font une grande migration en boucle qui suit les courants de vent dominants, qui changent globalement peu, et ils vont préférer l'Atlantique ouest, côté Amérique, au printemps, et l'Atlantique est, côté Europe, à l'automne, où on a des vents dominants dans ce sens-là, du nord au sud chez nous, alors que plus du sud au nord en Amérique. Et pareil pour les barges qui font d'immenses migrations, par exemple d'Alaska jusqu'en Nouvelle-Zélande. À l'automne, elles traversent l'océan Pacifique tout droit, et au printemps, elles font un grand détour par la Chine parce qu'elles n'ont pas de vent du sud dominant qui leur permet de faire ce grand vol au-dessus du Pacifique. Et alors du coup, dans leur migration, une autre question que je voulais voir avec toi, c'est est-ce qu'on a uniquement des migrations de jour, ou tu as aussi des oiseaux qui migrent la nuit, il me semble, et si tu devais répartir, est-ce que c'est essentiellement les petites espèces, donc les passereaux, qui migrent la nuit, ou c'est toute espèce confondue Alors, on a en fait même plus d'oiseaux qui migrent la nuit que de jour. Beaucoup sont des migrateurs nocturnes parce que la nuit, notamment, et là ça concerne beaucoup les petits oiseaux, mais pas uniquement, donc chez les petits, la grande majorité migre la nuit, mais on a aussi des gros qui migrent la nuit.
Chez les petits, c'est parce que y a un sujet d'hyperthermie en fait. Les oiseaux quand ils volent, et pendant qu'ils volent 7-8 heures comme ça non-stop, ils dépensent énormément d'énergie, mais du coup aussi ils génèrent beaucoup de chaleur. Et il y a un risque de surchauffe, et notamment associé à ce risque de surchauffe, il y a un fort risque de déshydratation. Et en fait, c'est l'eau qui est la ressource limitante pendant le vol, plus que l'alimentation, qu'ils ont pu se nourrir pas mal en halte. Et il y a un gros enjeu à limiter cette hyperthermie, et la nuit il fait beaucoup plus frais. Les quelques degrés en moins qu'il y a la nuit peuvent faire la différence. Donc c'est l'une des principales hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que aussi les vents la nuit sont plus stables. Il y a moins de perturbations thermiques liées au soleil. En journée, le soleil perturbe beaucoup les flux. Et donc, ils peuvent plus facilement sélectionner une altitude de vol à laquelle ça sera prévisible. En tout cas, ça ne va pas changer toutes les heures. Et même si ce n'est pas un vent parfaitement portant, ils sauront à peu près comment corriger la déviation du vent de manière continue. Il y a aussi une troisième raison qui est que le jour, ils peuvent s'arrêter et dormir un petit peu alors qu'il fait moins froid. Mais du coup, ils dépensent moins d'énergie pendant qu'ils dorment, parce que les oiseaux dépensent beaucoup d'énergie pour se maintenir à température pendant qu'ils dorment. Et en plus, ils vont pouvoir s'alimenter de jour plus facilement que de nuit, donc pendant leur cycle de halte migratoire diurne. Voilà. Après, on a beaucoup de gros oiseaux qui migrent la nuit, et en fait, au-dessus de Paris, au-dessus de Paris ou de partout en France, mais Paris c'est rigolo parce qu'on ne l'imagine pas, mais maintenant qu'il y a de plus en plus d'ornithologues qui posent des micros sur leurs toits, sur leurs fenêtres, la nuit, on se rend compte que passent au-dessus de nos têtes, évidemment les hérons, on les entendait, mais pas que les gros hérons, il y a des hérons plus petits comme le blond-géosnin, le butor étoilé, le bioro gris, qui passent beaucoup en migration. Et puis il y a aussi tous les limicoles, tous ces oiseaux d'eau migrent surtout la nuit, et donc on peut entendre passer des chevaliers, des barges, des courlis. On entend aussi parfois, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois au-dessus de Paris, la caille des blés. On peut entendre le râle d'eau. Donc il se passe beaucoup de choses au-dessus de nous la nuit. Et par contre, il y a des oiseaux qui migrent le jour, notamment pour une raison, c'est les planeurs, les rapaces et les cigognes, et voilà, quelques grands oiseaux comme ça, parce que le jour, le soleil pour le coup, génère des remontées d'air chaud en réchauffant la surface du sol. Il réchauffe l'air, et l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc l'air chaud remonte, et ça crée ce qu'on appelle des ascendances thermiques, ce qui sont les mêmes propriétés que les parapentistes utilisent pour s'élever dans le ciel, et donc les oiseaux le font de même, et ça leur permet de monter en planant sans faire d'effort, et arriver en haut de cette ascendance thermique, parce qu'à un moment elle se termine, ils se laissent glisser jusqu'à l'ascendance thermique suivante, et là c'est un super moyen de migrer sans dépenser trop d'énergie. Dans cette migration, ce qui est assez incroyable, c'est que certains oiseaux arrivent à retourner à leur colonie, à leur lieu de nidification de l'année précédente. Comment est-ce qu'ils font pour se repérer avec exactitude ? Alors, se repérer, c'est déjà une chose, et après, retrouver leur nid, c'est plus avoir un GPS. Se repérer, c'est plutôt une boussole. Donc déjà, la boussole des oiseaux, ils utilisent, ça on l'a su grâce aux expériences dont on parlait tout à l'heure, dans le petit entonnoir, ils utilisent le soleil pour ceux qui migrent le jour, ou ils utilisent les étoiles pour ceux qui migrent la nuit, et en particulier tout un groupe d'étoiles qui est situé autour de l'étoile polaire. Et puis, de toute manière, quand le ciel n'est pas visible parce que trop nuageux, on se doute bien que ces repères ne peuvent pas suffire. Et donc, ils ont un autre mécanisme d'orientation qui est très important, qui est le champ magnétique terrestre, qui leur indique aussi le nord, le sud. En fait, ils arrivent à lire certaines composantes du champ magnétique comme on peut lire les astres, parce qu'eux, ils ont un sens de magnétoréception qui est bien supérieur au nôtre. Et notamment, on a localisé dans la rétine des photopigments qui s'appellent des cryptochromes, donc vraiment dans les yeux, qui sont capables de lire, de voir une forme d'information qui est l'inclinaison des lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique terrestre, elles sortent par le pôle nord
perpendiculairement à la surface, elles courent tout autour de la surface terrestre et elles re-rentrent par le pôle sud, à nouveau perpendiculairement à la planète, et elles sont parallèles à la surface terrestre au niveau de l'équateur, et du coup il y a une variation régulière et prédictible de l'inclinaison de ces lignes de champ magnétique que les oiseaux mesurent, et on a montré en captivité qui détectaient de toutes petites variations de cette inclinaison de lignes de champ, et donc ils sont, voilà, ils sont capables d'utiliser cette propriété pour s'orienter. Et après, pour ce qui est de retrouver leur site de nidification précis, donc vraiment viser juste, ils sont à 6000 km et vont retrouver leur ferme ou leur arbre ou leur buisson, et bien là, ils ont vraisemblablement la capacité d'enregistrer, de mémoriser des coordonnées géographiques. Alors évidemment, ce n'est pas sous la forme que nous, ce n'est pas des suites de chiffres mathématiques. Eux, ces coordonnées, elles semblent utiliser au moins 2 paramètres extérieurs. Et le premier, il est lié aussi au champ magnétique. Et il y en a peut-être 2 qui sont liés au champ magnétique. C'est l'intensité du champ magnétique, donc une autre variable du champ magnétique qui varie aussi de manière assez prédictible du nord au sud. Le champ magnétique est plus fort au niveau des pôles et plus faible au niveau de l'équateur. Et le récepteur, a priori, c'est la magnétite qu'on a dans notre corps, que les oiseaux ont dans leur cerveau, que l'humain aussi a et que la plupart des animaux utilisent pour naviguer. Ils sont aussi capables de mesurer, semble-t-il, la déclinaison magnétique, qui est l'angle entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique. En tout cas, ça en montre qu'en captivité, des rousserolles notamment, à qui on fait varier cet angle de déclinaison, eh bien, modifient leur orientation dans la cage. Donc il y a un truc avec cette propriété du champ magnétique, mais on ne sait pas encore trop laquelle. Et puis, une autre manière qu'ils ont potentiellement de mesurer leur position et de mémoriser leur position et de savoir un autre endroit où ils sont par rapport à cet endroit qu'ils veulent rejoindre, c'est les odeurs. C'est vraisemblablement les odeurs atmosphériques. Et ça, c'est quelque chose qui paraît assez mystérieux. Mais les oiseaux, et ça a été montré notamment avec les puffins de Scopoli en Méditerranée, semblent capables, et pour les puffins, sont capables, de constituer des cartographies olfactives. Parce que les puffins, eux, sont des oiseaux dont l'odorat est très développé, et qui se nourrissent de poissons, mais ce qui est indicateur, autant les poissons n'émettent pas forcément beaucoup d'odeur à la surface de la mer, autant le phytoplancton en émet, et chaque phytoplancton a une signature chimique particulière, et le phytoplancton, les bancs de phytoplancton sont indicateurs de zooplancton abondant et de poissons abondants, et donc les puffins de Scopoli ont réussi, construisent au fil de leur vie une cartographie des différents bancs de phytoplancton de la mer Méditerranée, pas trop loin de leur colonie, et savent en permanence où ils sont à partir des différentes odeurs qu'ils sentent, notamment ces odeurs qui sont à chaque fois charriées par différents vents. Et on a montré que des goélands bruns de la Baltique qui font chaque année une migration depuis la Finlande jusqu'en Afrique de l'Est, et bien, si on les déplaçait en Allemagne, et il y a un groupe auquel on a coupé, c'est pas très gentil, le nerf olfactif, et l'autre à qui on a laissé le nerf olfactif intact, eh bien, les oiseaux avec le nerf olfactif intact, ils sont partis vers le sud comme leur système génétique leur conseillait, on va dire, dès qu'il y a eu des vents d'est, ils ont corrigé cette déviation, ils sont retournés sur leur voie de migration à peu près normale. Alors que les autres qui n'avaient plus de nerf olfactif, eux, ont continué vers le sud sans que ces vents d'est changent quoi que ce soit dans leur prise de décision. Donc, vraisemblablement, ces vents ont apporté une odeur, en tout cas une information qui a permis aux goélands bruns de retrouver leur route migratoire. Donc voilà, et on ne sait pas exactement quoi, mais on suppose que, pareil que le phytoplancton pour les puffins, chaque forêt, notamment, parce que c'est les forêts où il y a la plus grande densité de végétation, chaque espèce d'arbre émet des composés chimiques différents, et donc qu'il y a des signatures olfactives pour chaque type de forêt, en fonction de leur assemblage, aussi peut-être pour des végétations plus basses, arbustives, voire stépiques. Mais imaginons, c'est pas impossible que les oiseaux, tout au long de leur migration, apprennent, mémorisent des odeurs, et que ces odeurs, charriées par les vents, soient transmises. Et puis après, quand un oiseau il arrive assez proche, évidemment, il y a des repères paysagers qui lui sont familiers et qui vont l'aider à retrouver exactement son arbre, sa ferme. Mais là, ça ne marche qu'à une échelle de quelques kilomètres. Tu l'as abordé tout à l'heure avec le traquet moteux, mais au sein d'une même population, tu peux avoir des routes migratoires qui sont complètement différentes. Pardon, au sein d'une même espèce, tu peux avoir des populations qui ont des routes migratoires différentes. Est-ce que tu aurais d'autres exemples d'oiseaux qui sont concernés par ce cas ?
En Europe, c'est très fréquent, par exemple, que nous, les oiseaux en Europe de l'Ouest, je ne sais pas, prenons la gorge bleue par exemple, nos gorges bleues, elles vont hiverner en Afrique de l'Ouest, les gorges bleues de Scandinavie, elles vont hiverner en Afrique de l'Est. Pareil, les hirondelles rustiques, celles de chez nous, elles hivernent en fait, beaucoup d'oiseaux français qui hivernent en Afrique vont hiverner en Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'oiseaux scandinaves qui hivernent en Afrique vont hiverner en Afrique de l'Est ou du Sud. Ils prennent une route différente qui est plus intéressante, même si c'est les mêmes espèces. Donc les hirondelles scandinaves vont hiverner en Afrique du Sud. En plus, comme elles n'ont pas besoin de revenir aussitôt qu'en France, parce que le printemps a 1 mois et demi de décalage là-haut par rapport à chez nous, les hirondelles hivernent plus loin, comme ça elles peuvent bénéficier de conditions d'hivernage où il n'y a pas de concurrence avec les autres hirondelles d'Europe de l'Ouest. Et elles peuvent aussi calquer toute leur route migratoire du printemps en profitant de l'arrivée du printemps tout au long de leur migration en Europe pour faire halte et tout ça. Et ensuite arriver en Scandinavie au mois de mai tranquillement, quand là ça commence à être intéressant là-bas. Chaque espèce a des populations qui migrent différemment, puis on a vraiment des cas où justement il y a eu des contextes de recolonisation après les glaciations dans des sens très différents. Et donc il y a un exemple que j'aime bien, c'est carrément les phalaropes à bec étroit, qui est un petit limicole que les ornithologues adorent parce qu'il est non seulement très beau, puis en plus il passe son temps à nager comme une mouette sur l'eau et à picorer des petits insectes, des petits invertébrés à la surface. Et ben les phalaropes à bec étroit d'Écosse, ils hivernent au Pérou. Alors que les phalaropes à bec étroit de Suède, de Norvège, ils hivernent en mer d'Arabie à Oman. Donc on a vraiment, alors qu'ils sont à 1000 km l'un de l'autre, mais ils vont complètement à l'opposé. Et ça, c'est parce que les phalaropes à bec étroit d'Écosse, ils viennent d'une population américaine qui a colonisé le Canada, l'Islande et puis l'Écosse à partir de l'Islande, alors que ceux de Scandinavie, ils viennent d'une population caspienne qui a colonisé plutôt l'Eurasie par le continent et qui suivent cette route en migration. Donc on a vraiment au sein d'une même espèce des migrations parfois très différentes et ça peut même mener à des spéciations. On peut imaginer que ces phalaropes, là, ça soit le cas. C'est connu pour les Puyos autour de l'Himalaya qui ont recolonisé vers le nord après la glaciation en contournant l'Himalaya, parce que l'Himalaya était infranchissable. Donc il y a un front de colonisation vers l'est, un front de colonisation vers l'ouest. Et en arrivant au nord de l'Himalaya, les deux fronts de colonisation du Puyo verdâtre se sont retrouvés. Sauf que là, déjà, il s'était écoulé quelques millénaires et du coup, les Puyos avaient un peu fait changer leur cri, une petite barre à l'air qui était apparue. Et surtout, l'information génétique suivaient cette voie d'expansion et ceux qui s'appariaient entre eux issus des deux fronts de colonisation différents, les hybrides entre guillemets, migraient plein sud à travers de l'Himalaya et avaient du coup beaucoup moins de succès en migration, mouraient beaucoup plus et du coup étaient contre-sélectionnés et donc on a spéciation, donc création d'espèces distinctes liées à ces routes de recolonisation et surtout aux migrations consécutives et du coup une sélection, une contre-sélection des hybrides et spéciation. Tu l'as abordé tout à l'heure brièvement, le bagage c'est une des méthodologies qui a été utilisée historiquement pour suivre justement la migration des oiseaux. Est-ce que c'est toujours la solution prédominante justement pour faire ce suivi ou est-ce que tu as des nouvelles solutions qui sont sorties, notamment les balises GPS ? Ah oui, c'est ça. Il y a les balises GPS. Le bagage, ça a permis pendant près d'un siècle de comprendre où les oiseaux allaient hiverner alors qu'on n'en avait aucune idée. Mais c'était vraiment très 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 dépendant de la probabilité de retrouver un oiseau bagué qui est très faible et du coup de la présence des humains, des endroits où on pouvait les retrouver, bref. Et puis même on n'avait qu'une information d'un point A et d'un point B, mais c'était déjà une vraie révolution. Et la deuxième révolution, elle est arrivée dans les années 2000, même 90, ça a commencé pour les très très gros oiseaux comme les cigognes. C'est les balises GPS. Alors il y a plein de systèmes, les balises Argos, les balises GPS, peu importe. Mais l'idée c'est que ça travaille avec des satellites et soit ça envoie, soit ça reçoit des signaux satellites. Mais en tout cas, ça peut donner la position d'un oiseau en permanence, comme on l'utilise pour plein de choses, comme nos téléphones nous localisent. Voilà. Sauf que c'est lourd. En général, c'est lourd, mais maintenant, la miniaturisation fait qu'on arrive à descendre à 3 grammes, voire 2 grammes pour certaines, qui sont moins performantes. Et comme il ne faut pas que ça fasse un trop gros sac à dos, donc la limite éthique, c'est 4% du poids des oiseaux. Donc on ne peut pas équiper des oiseaux qui font moins de 100 grammes. Et c'est donc extrêmement intéressant pour les rapaces, pour les limicoles, pour certains gros passereaux. Et ça a révolutionné complètement les compréhensions des voies de migration, de la répétabilité des migrations d'une année sur l'autre, de temps que les oiseaux passaient à s'arrêter, de l'altitude de vol, de la manière qu'ils avaient de composer avec la météo. Et pour les plus petits oiseaux,
On a une autre méthode qui est apparue il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus, mais qui est vraiment qui se démocratise depuis une dizaine d'années. C'est les géolocalisateurs. Et ça, c'est des petits appareils qui pèsent 0,3 ou 0,4 grammes, donc c'est beaucoup plus léger et adapté à des petits oiseaux. Mais évidemment, c'est pas pour rien, il y a beaucoup moins d'infos. Et notamment, il n'y a pas d'infos en direct parce qu'il n'y a pas de batterie. Enfin, il y a une micro. Donc ce qui pèse lourd dans un GPS, c'est la batterie qui permet de maintenir l'information, notamment l'envoi d'informations vers les satellites ou la réception de données vers les satellites. Et donc là, il n'y a pas d'envoi vers les satellites, c'est un enregistre. Et donc ça veut dire qu'il faut recapturer l'oiseau, ce qui du coup limite un peu les chances. Alors heureusement, donc ça veut dire qu'on peut les capturer que pendant leur nidification et qu'on mise sur le fait qu'ils vont revenir sur le même nid l'année suivante, ce qui est heureusement souvent le cas. Mais bon, chez les petits oiseaux, ils vivent 2, 3, 4 ans, donc déjà il y en a une partie qui vont mourir. Ensuite, il y en a une partie qui ne vont jamais se laisser recapturer, parce que c'est pas facile, et une fois qu'ils se sont fait capturer une fois, ils se font moins avoir. Et puis après, il y a la part d'appareils qui ne fonctionnent pas. Bref, en général, pour 10 géolocalisateurs posés, on en récupère 1 ou 2, quoi. Donc l'effort est énorme. Et ensuite, l'information, elle est moins précise parce qu'il va enregistrer uniquement 2 choses. Il va enregistrer la durée du jour et l'heure. Et l'heure, elle va nous donner un indice sur la longitude et la durée du jour, un indice sur la latitude. Et on sait à peu près à 100 km près où il était, mais pas plus. Donc on ne va pas avoir des sites précis. Et puis on n'aura aussi pas beaucoup d'infos lors de l'équinoxe parce que la durée du jour à cette époque est la même partout. Mais voilà, mais c'est quand même très intéressant pour comprendre les voies de migration, les hauteurs de migration, parce qu'on peut y mettre un petit altimètre, ça pèse pas lourd aussi pour enregistrer en plus. Et ça se pose du coup sur la patte de l'oiseau, comme les bagues habituelles? Ça peut se poser sur la patte, ça se fait sur la patte pour les oiseaux de mer. Par contre, pour les justement collé à la bague, mais par contre pour les passereaux, on le pose comme un petit sac à dos sur le dos. En général, il y a 2 manières de faire, soit autour des pattes, on fait des petites boucles autour des cuisses, et ça passe par-dessus la tête, aussi en petit collier, soit ça passe autour des ailes. On ne l'a pas encore abordé, mais du coup, le long de leur route migratoire, en fait, les oiseaux vont avoir des menaces anthropiques qui vont en décimer plusieurs. Est-ce que tu pourrais résumer les grandes catégories de menaces et en fait leur impact qu'elles peuvent avoir sur les oiseaux au long terme, comme par exemple la disparition de sites de migration? Ça, c'est la première, parce qu'on a souvent tendance à voir les problématiques de conservation d'espèces comme très centrées sur l'aire de nidification, parfois aussi sur l'aire d'hivernage, mais souvent, surtout nous en Europe, on est confronté à... On étudie les oiseaux pendant qu'ils nichent, il y a vraiment une approche un peu biaisée sur la période de nidification, parce qu'elle est centrale, à juste titre. La période d'hivernage, on comprend bien aussi qu'elle est importante, parce que les oiseaux restent là longtemps, mais en fait, pour que les oiseaux se reproduisent bien, il est essentiel qu'ils aient réussi à se nourrir correctement pendant leur migration. Et en fait, s'ils arrivent très fatigués, épuisés sur leur site de nidification, en général, ils ne se reproduisent pas ou très mal, voire ils meurent. Et puis il y a aussi beaucoup de mortalité pendant la migration. Et surtout, c'est souvent un flux assez tendu et les oiseaux vont hiverner au maximum dans l'endroit qui est le mieux, le plus optimal pour eux, avec une distance de migration qui est aussi au cordeau, avec des temps de halte qui ne peuvent pas se prolonger trop, parce que sinon ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à arriver au bon endroit. Et en fait, plus les haltes se font sur des endroits où il n'y a pas beaucoup à manger, plus elles doivent durer longtemps pour accumuler des réserves suffisantes. Et on a du coup des migrations qui ne peuvent plus aller au bout, ou en tout cas des oiseaux qui vont mourir en plus grand nombre parce que mal nourris, si jamais il n'y a pas assez de nourriture sur ces haltes. Donc là, c'est un vrai sujet. Et ça se comprend très bien chez nous quand on a maintenant des zones avec des oiseaux qui débarquent au milieu de grandes régions agricoles intensives avec très peu d'insectes, parce que les insectes font partie des ressources importantes, ou les baies qu'on trouve dans les haies, qu'on trouve sur les lisières, sont des ressources extrêmement importantes pour les oiseaux en halte migratoire. Ils ne vont pas dans les forêts, ils vont dans ces milieux-là de lisières, de haies, et les zones humides. Les zones humides, c'est un très important type de halte migratoire et qui sont tout en déclin en France. Donc on a un gros souci lié à cette disparition des habitats et qui est uniquement centrée sur les espèces nicheuses alors qu'elle a un vrai rôle sur les espèces migratrices. Ça vaut aussi pour les estuaires, les littoraux, notamment les limicoles comme les barges, les bécassos, les pluviers. Eux sont dépendants de certains estuaires dans lesquels il y a des ressources très limitées dans l'espace mais très abondantes à un endroit. Et si on abîme ces estuaires, ça a été le cas beaucoup dans l'estuaire de la Seine avec tous les travaux qui ont été effectués,
il est devenu beaucoup moins riche en alimentation et tous les limicoles l'ont déserté. Maintenant, il y a eu des travaux un peu pour essayer de le rendre favorable, mais c'est encore pas comme c'était avant. Et puis on a aussi des activités telles que la conchyliculture, l'ostréiculture qui peuvent être en concurrence. Donc voilà, la première grande menace, c'est la qualité de ces sites de halte migratoire. La deuxième, qui est assez connue, évidente, c'est la chasse pour certaines espèces. Et autant on a des espèces comme le pigeon ramier et la palombe qui est chassée, mais les populations continuent d'augmenter. Donc bon, a priori, là, on n'est pas sur une chasse qui met en danger l'espèce. Elle pourrait, parce qu'on a vu aux États-Unis le pigeon migrateur au 19e siècle disparaître alors qu'il était surabondant, par la chasse uniquement. Bon, c'est pas le cas pour le ramier qui est visiblement pas surchassé. Par contre, on a des espèces qui sont vraiment des migrateurs qui sont chassés en très 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 grand nombre. C'est notamment le cas de la sarcelle d'hiver, c'est notamment le cas de la caille des blés, c'est notamment le cas des bécasses, avec une chasse de ces espèces qui sont passionnelles. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller contre ça parce que c'est retirer une vie presque aux personnes dont c'est la passion. La bécasse, les bécassiers, ils pensent qu'à ça. C'est comme nous, les oiseaux rares, ou comme je sais pas, je les comprends. Mais sauf que là, en fait, c'est pas tenable. En tout cas, c'est pas tenable à ce rythme. On avait 1 million de bécasses tuées par an en France. Maintenant, on est plutôt peut-être à 800 000, parce qu'il y a un peu moins de bécassiers, il y en a qui sont plus. La population vieillit, donc dans ces passions. Mais on a vraiment un souci lié à ça et on a quand même une douzaine, je ne sais plus le chiffre exact, entre 10 et 15 espèces menacées sur les listes rouges donc, qui sont encore chassées. Donc ouais, là c'est un souci et on le voit, l'espèce emblématique qui a décliné à cause de la chasse, c'est la tourterelle des bois, qui décline beaucoup à cause de la chasse et aussi de la perte d'habitat. En général, ça se surajoute, il y a une conjonction de facteurs. Voilà, donc la chasse c'est quand même un sujet. Alors, c'est sans aucun doute un sujet. Et après, il y a plein de facteurs différents qui s'ajoutent, qui se surajoutent. La pollution lumineuse, ça peut être un gros souci. Les éoliennes, ça peut être un gros souci. Les câbles électriques aussi, les lignes de haute tension. Et après, j'en oublie sûrement, mais voilà, des choses comme ça. Et après, l'autre facteur qui change, c'est dans un contexte de changement climatique, on a des événements extrêmes qui augmentent. Et ça embête aussi les oiseaux, ça n'embête pas que les humains. Et typiquement, quand en automne, il y a de plus en plus de tempêtes en pleine migration, quand en hiver, il y a de plus en plus de tempêtes sur les sites d'hivernage des oiseaux marins ou pendant la migration des oiseaux marins et que du coup, on a de plus en plus d'échouages, quand il y a de plus en plus de tempêtes de sable et de vent du nord au printemps pendant la traversée du Sahara qu'avant, et ben voilà, tout ça, c'est des choses qui font que les oiseaux migrateurs ont beaucoup plus de difficultés pendant leur migration. Et en plus, au-delà du pendant la migration, le changement climatique il va générer des injonctions contradictoires avec par exemple le besoin pour les oiseaux d'arriver plus tôt au printemps en Europe, on le comprend bien, il fait plus chaud donc leurs proies vont sortir plus tôt, leurs ressources alimentaires arrivent plus vite. Par contre en Afrique, il peut y avoir des pressions contradictoires où au contraire la saison des pluies arrive plus tard et donc pour partir en bonne santé avec un bon niveau de réserve, il vaut mieux rester un peu plus tard. Et ces injonctions contradictoires sont à l'origine de la grande défaunation des oiseaux migrateurs qu'on documente de plus en plus et qui, en tout cas chez les oiseaux, ce sont les oiseaux migrateurs au long cours, ceux qu'on qualifiait de stricts tout à l'heure, qui sont ceux qui déclinent le plus. Parce qu'ils ont cette migration qui les mène loin avec plein de facteurs en route, et en plus parce qu'en général, c'est des oiseaux insectivores, et donc ils sont particulièrement concernés par les problématiques de déclin des insectes et d'agriculture intensive. C'est un tableau un peu sombre que tu dresses de manière générale. Est-ce que
En tant qu'individu ou en tant que collectivité, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire à notre niveau. Justement, c'est soit s'engager dans des associations ou quel type d'association. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour remédier à ce genre de choses? C'est sombre effectivement, c'est vrai que les migrateurs au long cours, ça se passe pas très bien pour la plupart. Après, ce qui donne de l'espoir, c'est que quand on met des efforts sur certaines espèces en tout cas, et déjà tout simplement au niveau national, parce qu'avant de répondre à ta question, je vais revenir sur des changements plus globaux, parce qu'en fait, il y a différents facteurs d'échelle, d'action. Il y a l'échelle politique, l'échelle de décision, mais aussi qui peut, à l'échelle individuelle, se traduire par de l'engagement associatif, du lobbying. L'engagement de lobbying, c'est pas un mauvais mot, c'est pas un vilain mot. Quand c'est du lobby, je veux dire pour porter des idées générales, d'intérêt public, pas du lobbying privé. Typiquement, dans les années 70, en France et en Europe, on a interdit la chasse à un certain nombre d'espèces, typiquement les rapaces, les cigognes, et c'est des espèces et les hérons qui avaient quasiment disparu. Et maintenant, chaque année, sur les sites de migration, on a de plus en plus de milans, on a de plus en plus de bus, d'éperviers, parce que c'est des espèces qui recouvrent leurs effectifs d'antan, pour lesquels on n'a pas forcément, on ne savait pas exactement à combien ils étaient, parce que ça faisait des années qu'ils étaient détruits et harcelés systématiquement. Et donc on voit que là, quand on arrive à stopper une pression forte, comme la chasse, ça revient très vite. Et cette année, en 2024, il y a encore eu, chaque année quasiment, on a un nouveau record qui est battu de la migration des cigognes dans la vallée du Rhône. Et là, on a eu des journées spectaculaires à 2500 cigognes au-dessus du site de Pierre-Aiguille dans la vallée du Rhône. L'an dernier, c'était le cap des 10 000 qui avait été passé. Cette année, ça va peut-être être 12, 13, 14 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de cigognes parce qu'elles ont été bien protégées, parce qu'en plus, on leur met à disposition des plateformes. Et voilà, donc ça marche pour ça. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est pour la quantité de petits oiseaux, les gomouches, les pouillots, les fauvettes, pour lesquels là, c'est plus compliqué. C'est pas un gros oiseau qui est facile à voir, qui se reproduit, c'est plein de petits un peu partout, dont la disparition se fait à bas bruit. Et là, c'est encore une fois assez systémique la réponse, et c'est notamment s'engager, à mon avis, le levier important, c'est sur les questions agricoles, c'est sur les questions de faire cohabiter nos productions de ressources alimentaires, mais pas que alimentaires, parce que maintenant, les terres vont être utilisées pour produire beaucoup d'énergie dans le contexte de transition énergétique. Et puis aussi des matériaux de construction, parce que maintenant on fait de la paille, on fait du chanvre, et donc voilà. Mais en tout cas, l'utilisation de cette agriculture qui va bien plus loin que le nourricier, qu'elle soit en partage de l'espace avec toutes ces espèces et sans toute la pollution chimique associée, ça me paraît être l'une des réponses importantes. Et du coup, déjà, à titre individuel, je pense que moi, je suis encore choqué quand je vois des naturalistes, des ornithos qui ne font pas du tout attention à ce qu'ils mangent, à la manière dont ils se nourrissent, à l'endroit où ils vont s'approvisionner, parce que soutenir une agriculture qui essaye de composer avec le vivant, ça me paraît être la base de ce qu'on peut faire. Et après, il y a de plus en plus de naturalistes, d'ornithologues qui se disent moi, si je veux avoir un impact, en fait, il faut que je m'installe en paysan naturaliste. Et il y en a de plus en plus qui font ça. Parce qu'ils se disent, c'est là en fait que je peux sur 50, 20, 100 hectares pour certains, selon s'ils font de l'élevage, faire correspondre mes idéaux de on a besoin de se nourrir, on a besoin de nourrir les humains de notre pays, d'autres pays, mais on a aussi besoin d'être hospitalier pour le vivant, et il n'y a que par là que ça va passer. Donc ça, c'est un moyen de s'engager qui me paraît très important. Il y en a plein d'autres, mais l'acte de consommation et de qu'est-ce qu'on consomme est central. Alors, enchaînement un peu brutal, mais question un peu impertinente. Si tu devais être un oiseau, quelle espèce choisirais-tu et pourquoi? Le martinet. Pour pouvoir voler toute la journée Oui, il passe sa vie en vol, ça a l'air marrant, ils se poursuivent comme des fous à travers les rues, puis ils vont chercher de la nourriture à 200 km dans la journée, ils vont au-devant des orages. Ils jouent le long des orages à essayer de capturer tous les insectes qui sont aspirés par les cumulonimbus. Ils voyagent, en tout cas dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe. Puis ils vivent assez longtemps. Ils vivent pas juste 2-3 ans. Ils peuvent vivre, je crois, une vingtaine d'années pour certains. Ouais, c'est chouette d'être un martinet. Puis ils font l'amour en volant. Ok, pourquoi pas. Et du coup, dernière question. Et au cours de toutes tes heures sur le terrain, quelles sont ta ou tes plus belles observations d'oiseaux migrateurs? Des choses qui t'ont marqué? Moi, j'adore. Moi, j'ai une magie pour
j'adore la magie qu'on trouve sur les îles bretonnes. Et moi, je vais chaque année à l'île de Sein à l'automne parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Et en fonction de chaque micro-variation météorologique, on a des oiseaux qui arrivent d'Angleterre, qui arrivent du continent, qui au contraire étaient partis trop loin en mer et qui vont se retrouver parfois en masse sur l'île, qui vont y trouver refuge. Et on a certains jours, et moi ça fait 20 ans que je vais sur les îles, ou 25 ans que je vais sur les îles, et on n'arrive jamais encore à prévoir exactement quelles sont les conditions, parce que c'est tellement dépendant des conditions qui se passent aussi au nord, partout, qui font qu'on assiste à ce genre d'arrivée massive. Mais quand on a ce qu'on appelle des magic carpets, des tombées d'oiseaux migrateurs en quantité, là il y a une excitation. On a des rouges-gorges, des rouges-queues, des tariers, des bergeronnettes, des pipites partout, des fauvettes, des pouillots. Puis dedans, on essaie de trouver parfois un petit bruit en nain, un petit pouillot à grand sourcil, des espèces plus rares qu'on voit plus rarement. Et là, moi j'adore les passereaux en général. Et donc ces phénomènes de halte migratoire de passereaux et toute la magie qu'il y a derrière, qu'on s'imagine ce qu'ils ont vécu la nuit d'avant en migration, où est-ce qu'ils se sont retrouvés, et là le sauvetage, le bateau de sauvetage que constituent ces îles à l'automne, moi c'est les souvenirs les plus forts que j'ai de phénomènes migratoires. C'est ceux que j'adore en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Maxime. Et avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister La Lule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.